La théorie de la dérive des continents. C'est le dernier chapitre, le chapitre 12 de cette année de Sciences 10. Et on doit terminer assez rapidement cette année parce qu'on a manqué de temps au début de l'année en raison de la greffe. Donc, j'ai fait un enregistrement pour que vous ne ratiez pas de matière. Lorsque je suis parti, je suis au musée Beatty aujourd'hui et je vais vous donner le cours au moyen de cette vidéo. Au début du 20e siècle, c'est le scientifique allemand Alfred Wagner qui a proposé la théorie de la dérive des continents, le premier. Selon cette théorie, les continents n'ont pas toujours été à la position actuelle, mais ils ont dérivé au cours d'un million d'années. Et Wagner était le premier à avoir vu un indice de ce déplacement, ce n'est pas une preuve scientifique, mais un indice en regardant les cartes du monde et les contours des océans. De façon intéressante, même quand on est très jeune, en tout cas dans mon cas, je regardais le globe terrestre quand j'étais petit et on voit ici qu'il y a une espèce de région ici entre l'Afrique et l'Amérique du Sud qui pourrait s'emboîter l'une sur l'autre. Et intuitivement, ça donne une espèce de questionnement à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment une séparation d'un gros continent au départ ou c'est simplement la chance qui a mis ces contours remarquablement compatibles? Wagner a donc formulé plus précisément l'hypothèse qu'il y a des millions d'années, il y a des millions d'années, les continents étaient réunis en un supercontinent. Il a nommé cette terre géante la Pangée dans son hypothèse. En réalité, les bordures continentales correspondent moins bien que les bordures des plateaux continentaux, qui sont les côtes originales submergées des continents. En fait, les plateaux continentaux sont sous l'eau, mais appartiennent à la structure des continents. Donc, c'est simplement que l'océan est plus haut que ces plateaux, mais ils font partie des continents. Et si vous allez voir dans la prochaine diapositive, si on voit ces plateaux continentaux, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont encore plus compatibles. On peut avoir un meilleur agencement des deux continents ensemble. Voici ce dont je parlais à la diapositive précédente. Et vous voyez ici, on peut voir très bien ici les plateaux continentaux ici de l'Amérique du Sud, qui est plus important ici que celui de l'Afrique. Et vous pouvez voir que les deux continents s'agencent très, très bien. Donc, l'hypothèse était que ces continents avaient été ensemble ici il y a très longtemps. À noter, c'est une image d'un examen du ministère, donc familiarisez-vous avec ce genre de graphisme. Donc, M. Wagner a appuyé son hypothèse selon laquelle les continents avaient déjà été réunis en comparant ces éléments sur différents continents. Il a en fait utilisé ces 5 différents éléments pour pouvoir étoffer sa théorie. Étoffer, ça veut dire de pouvoir supporter sa théorie. C'était basé sur le fait qu'il y aurait des traces qui seraient laissées qui permettraient de voir qu'il y a déjà eu une connexion entre deux parties. Donc, les différents éléments seraient des structures géologiques. Par exemple, une chaîne de montagne qui va d'un côté à l'autre, d'un continent à l'autre. C'est comme s'il y avait une suite. Des fossiles qui se retrouvent de chaque côté, mais il n'aurait pas pu traverser l'Atlantique, par exemple. Des preuves climatiques, exemple, des anciens glaciers qui seraient dans une région tropicale où il n'y a pas de montagne. Des preuves où des glaciers auraient laissé des traces. Ça veut dire qu'il aurait été dans des régions nordiques auparavant. Et maintenant, c'est rendu dans des régions tropicales, par exemple. Des preuves provenant de la roche et des sédiments des océans. C'est-à-dire que quand ça s'accumule, les sédiments et la roche, il y a des traces qui sont laissées. Et ça montrait que les continents se séparaient progressivement. Et aussi, les preuves provenant du paléomagnétisme. Faites attention à celui-ci, le paléomagnétisme. C'est pas facile, on a tendance à l'oublier. Il y a une ou deux questions de temps en temps et ça fait perdre des points aux étudiants. Donc, faites attention, le paléomagnétique, je vais vous l'expliquer. Maintenant, allons-y un à un. Les structures géologiques, le premier élément. Exemple de preuve.
des chaînes de montagnes qui se terminent sur la côte d'un continent, puis qui semblent se continuer sur un continent de l'autre côté de l'océan. Par exemple, on pourrait voir des chaînes de montagnes qui partent de l'Amérique du Sud, puis qui se continueraient de l'autre côté vers l'Afrique. Puis ils seraient exactement au point où les deux continents auraient été connectés ensemble. Ressemblance des roches et l'âge des roches sur des continents qui sont séparés, c'est-à-dire qu'au point de connexion, il y aurait des roches qui auraient la même structure, le même âge ou les mêmes caractéristiques. Wagner en a conclu que les principales chaînes de montagnes étaient continues quand les continents formaient la Pangée. Donc, il a réussi à trouver des corrélations, il a réussi à trouver des connexions qui étaient très convaincantes. Deuxième élément, les fossiles. Des fossiles semblables se trouvaient à divers endroits dans le monde. Ce qui est intéressant, et là vous allez vous dire, oh, les fossiles auraient pu, ces animaux-là auraient pu voyager, quoi. Mais quand vous avez quelque chose comme des fossiles d'un reptile d'eau douce appelé le Mésosaurus, ont été trouvés uniquement au sud-est de l'Amérique du Sud et au sud-ouest de l'Afrique. Donc, si on revient à notre carte de tout à l'heure, le sud-est de l'Amérique du Sud et le sud-ouest de l'Afrique auraient été connectés ensemble. Puisque le Mésosaurus était un petit animal d'eau douce, il nageait pas dans la mer. Il est peu probable qu'il ait pu traverser 6000 km d'océan dans l'eau salée. Pourtant, on le retrouve dans des régions d'Afrique et d'Amérique du Sud qui n'auraient pas été tellement éloignées dans la Pangée. Ça veut dire qu'il aurait pu sauter d'un lac à l'autre ou d'une rivière à l'autre à l'époque où l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient connectés. Troisième élément, les preuves climatiques. Les traces d'anciens glaciers. Le terme paléoglaciation désigne l'étendue d'anciens glaciers ainsi que les marques qu'ils ont laissées derrière eux. Ces grosses masses de glace-là laissent des traces, ils déplacent des pierres, ils grattent le sol, ils grattent la pierre. Donc, on peut voir les traces qu'ils laissent. Ils laissent des vallées aussi. Donc, exemple de preuve, on trouve des traces de glaciers dans les régions du monde qui sont aujourd'hui tropicales, par exemple en Inde et en Afrique, mais pas dans les montagnes là. Il y a des traces de glaciers dans des régions où on n'aurait pas dû en retrouver si ça avait toujours été tropical. Donc, il a fallu que ça se situe à un autre endroit dans des temps reculés. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ici qu'il ne semble pas y avoir de tendance dans la paléoglaciation dans le monde entier. C'est-à-dire que les endroits où on retrouve les paléoglaciations, les traces de glaciers, c'est comme une ligne dans zigzag ici qui n'a pas vraiment de sens, sauf si on regarde une tendance qui se dégage quand on réunit les continents pour former la Pangée. Et ici, on peut voir ici que les traces de paléoglaciation correspondent à la région arctique ou antarctique. Et ici, vous avez des parties de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Australie qui y participaient. Hein? Donc, ça donne une image très cohérente de la paléoglaciation. Quatrième preuve, des preuves provenant de la roche des sédiments des océans. Donc, ici, il faut comprendre qu'à mesure que les continents s'éloignent, selon la théorie de la dérive des continents, à mesure qu'on s'éloigne du centre d'une dorsale, la dorsale, en fait, c'est la région qui est entre les deux continents et qui produit de la matière et qui fait que les continents s'écartent les uns des autres. Okay? D'abord, ça s'en va dans cette direction-là ici, ça s'en va dans cette direction-là ici. Il y a une poussée avec de la lave ici, du magma, qui pousse ici et qui remplit progressivement le trou, qui s'en va de plus en plus loin. Ça veut dire ici, la roche est plus jeune ici, et la roche est plus vieille quand on s'éloigne. À mesure qu'on s'éloigne du centre d'une dorsale, ça c'est la dorsale, la roche du fond océanique sont plus vieilles et les sédiments sont plus épais ici. Parce qu'il y a des choses qui s'accumulent, qui tombent du dessus et qui s'accumulent ici. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. On trouve toujours cette tendance-là ici vers l'épaississement et aussi l'âge de la roche qui vieillit à mesure qu'on s'éloigne de chaque côté de la dorsale océanique. Les preuves
Cinquième preuve, les preuves provenant du paléomagnétisme. La Terre, c'est en fait une boule avec à l'intérieur du métal en fusion qui tourne. Et ça fait une espèce d'aimant, le système d'aimant avec des pôles. Ici, vous voyez que il est arrivé dans certains cas que le pôle sud géographique soit le côté magnétique nord et que le pôle nord géographique soit le pôle sud. Actuellement, la Terre, le pôle nord correspond au pôle nord. Le pôle nord géographique correspond au pôle nord magnétique, mais ça change des fois. La Terre est semblable à un gros aimant. Quand les pôles magnétiques de la Terre correspondent à ces pôles géographiques, comme c'est le cas actuellement, on dit que le champ magnétique terrestre a une polarité normale. Quand les pôles magnétiques s'inversent et qu'ils sont opposés au pôle géographique, comme dans ce cas ici, vous voyez ici sud-nord, ici nord-sud, on dit que le champ a une polarité inverse. Pendant une période de polarité inverse, une boussole pointe dans la direction générale du pôle sud géographique plutôt que le pôle nord. Et cette inversion-là des pôles qui arrive à certaines époques, c'est comme ça change, ça fluctue, ça laisse des traces dans la roche qui est formée dans les dorsales océaniques. La roche garde une trace parce que c'est du métal qui est à l'intérieur et on peut voir, il garde une mémoire de l'orientation magnétique de la Terre et cette mémoire-là magnétique va changer de côté. Pour continuer cette explication, le fer et d'autres métaux magnétiques de la roche s'alignent. S'alignent, ça veut dire qu'ils prennent c'est comme si tu prends un aimant et tu as des petites particules de métal puis ils vont s'aligner dans un centre, aussi généralement avec les lignes magnétiques terrestres. La direction du champ magnétique peut s'inverser complètement au cours de milliers d'années. Ce processus est appelé inversion du champ magnétique, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, pour finir avec les preuves provenant du paléomagnétisme, il faudrait que vous regardiez ici aussi le genre de schéma que vous pouvez avoir. C'est que les roches gardent en mémoire la force et la direction du champ magnétique terrestre qu'elles avaient durant leur formation. C'est ce que j'ai dit encore 2 fois auparavant. Les océanographes étudient la polarité magnétique au fond de l'océan à l'aide d'un appareil appelé magnétomètre. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la polarité des orientations du matériel dans la roche ici, du métal, qui détecte les variations des champs magnétiques. Ils ont découvert une configuration surprenante de stries déposées dans le même sens que celui des minéraux ferreux au fond océanique. Ces stries se nomment les bandes magnétiques. Donc ici, vous voyez que ça s'est inversé régulièrement pendant leur formation qui était dans ce sens-là ici. OK? Donc le magnétomètre mesure ici les différentes polarités et qui sont apparues au cours du temps. C'est une autre preuve qu'en fin de compte, la dorsale produit de la matière qui se déplace dans ce sens-là, puis les continents ici sont plus loin, et c'est ça qui aide à remplir la matière quand les continents s'éloignent les uns des autres. Et voilà, et exercice ici à remettre à une date que je vous spécifierai pour cette première leçon sur les plaques tectoniques.